Bien, mes chers élèves, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juin et donc je souhaiterais poursuivre la séance 6 intitulée « Analyse du poème Strophe pour se souvenir » de Louis Aragon. Dans ce montage vidéo, je m'intéresserai plus particulièrement à la figure du résistant Missak Manouchian dont il est question dans le poème. Je m'intéresserai en fait à ses propos qui sont rapportés par Louis Aragon. Je vais commencer par vous relire le texte du poète en avant. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » et les morts de matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Louis Aragon, Strophe pour se souvenir, dans le roman inachevé, Gallimard, 1956. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais abordé la relation entre le texte poétique de Louis Aragon et la fameuse affiche rouge que je vous remontre ici. Eh bien, cette affiche, comme vous le savez, n'a pas eu le succès escompté, puisqu'en fait, au lieu finalement de jeter l'opprobre sur les résistants, elle les a en quelque sorte glorifiés, d'accord ? Vous savez donc évidemment que Louis Aragon a écrit le texte poétique Strophe pour se souvenir, pour rendre hommage à ses résistants, mais il ne fut pas le seul. Un autre poète que vous connaissez, que je vous montre, regardez, cette tête devrait vous dire quelque chose. Il s'agit de Paul Éluard, que vous avez également représenté sur un tableau de Max Ernst que j'ai déjà analysé. Je vous montre le tableau qui s'appelle « Au rendez-vous des amis ». Voyez, eh bien, donc Paul Éluard lui-même a rendu hommage aux résistants, au groupe Manouchian, en rédigeant un texte poétique intitulé « Légion ». Je vais vous lire un passage que je fais apparaître ici, de Paul Éluard. « Ces étrangers d'ici qui choisirent le feu, leurs portraits sur les murs sont vivants pour toujours. Un soleil de mémoire éclaire leur beauté. » D'accord, donc c'est le texte Légion. Paul Éluard fait ici référence à l'affiche rouge qui a fait connaître le visage de ces résistants morts pour la France. Alors, le premier travail que je vous propose dans le cadre de ce montage vidéo, c'est un travail sur ce qu'on appelle l'énonciation. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ? Par exemple, Carlotta, c'est quoi l'énonciation ? Oui, c'est l'acte de prendre la parole pour s'adresser à quelqu'un, d'accord ? Et on travaille généralement sur des situations d'énonciation en posant la question qui parle et à qui. Par exemple, lorsque je regarde au début du texte ici le pronom personnel « vous », je vous pose donc la question qui parle ici. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes. Évidemment, c'est Louis Aragon qui parle, qui prend la parole, c'est le poète, et il s'adresse à qui? Il s'adresse en fait aux partisans ou aux résistants, d'accord? Les partisans sont ici.
Donc, pour pouvoir s'adresser aux partisans, au groupe, en fait, au collectif Manoukian, Louis Aragon utilise naturellement le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel, le pronom personnel vous, que l'on va retrouver ici, d'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux fois vous ici? Parce qu'on a le verbe se servir qui est un verbe pronominal, d'accord? Ensuite, vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Quoi d'autre encore? Nul ne semblait vous voir français de préférence, etc., etc. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, au pronom personnel vous, donc de la deuxième personne du pluriel, va correspondre les déterminants de la deuxième personne du pluriel aussi. C'est-à-dire, quand je parle de déterminant, regardez, je vais ici donc entourer par exemple le veau de vos armes, d'accord? Ou encore vos noms, vos photos. Donc, vous voyez effectivement, ici, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand on regarde effectivement les trois premiers quintiles, je rappelle qu'un quintile, c'est une strophe de 5 vers. Quand on regarde les trois premiers quintiles, Louis Aragon s'adresse aux partisans, utilise donc les pronoms de la communication, le pronom vous, associé bien évidemment aux déterminants de la deuxième personne. Déterminants, comme on les appelle, ces déterminants, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs, on les appelle des déterminants possessifs, d'accord? Déterminants possessifs, parfait. On passe maintenant à la 4e strophe et je vais vous poser la question, regardez, le pronom personnel « je » que nous avons ici, dans le vers suivant que je souligne, donc le vers c'est je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Est-ce qu'il s'agit de Louis Aragon? Est-ce que c'est Louis Aragon qui meurt? Non. Donc il s'agit d'une autre personne. Ce n'est pas le jeu du poète ici, c'est le jeu d'un résistant à qui le poète délègue la parole, comme le montre d'ailleurs la présence du verbe de parole dire ici, assorti de l'adverbe calmement. D'accord? Donc d'ailleurs il y a, on va dire d'un point de vue typographique, une marque effectivement de cette délégation de la parole, c'est l'italique. À partir de bonheur à tous jusqu'à et je te dis de vivre et d'avoir un enfant, c'est-à-dire ici, c'est quelqu'un d'autre qui prend la parole. C'est bien clair? Donc on change d'énonciation, ce n'est plus du tout les mêmes personnes qui parlent. Donc je, ici, on sait que c'est l'un d'entre vous, c'est-à-dire un résistant qui n'est pas nommé dans le texte poétique. Bien. Et ce je, donc, va s'adresser à qui? Ce je va s'adresser à toi, marie-toi, sois heureuse, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Alors, de qui s'agit-il? On le sait ici grâce à l'apostrophe. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Donc, en fait, c'est un résistant qui vraisemblablement s'adresse à une personne qui lui est chère. D'accord? Donc, je, pronom de la communication. Toi, pronom de la communication aussi. À ces pronoms personnels de la communication, qui sont donc différents du début du texte poétique, on va associer là aussi des déterminants possessif. Il suffit de prendre l'apostrophe ma Mélinée ou mon amour, mon orpheline pour trouver les déterminants possessifs dont je vous parle, ma, mon et mon ici. Ça va? Petite parenthèse culturelle, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi nous avons 3 pronoms personnels différents pour désigner la même personne? Pourquoi est-ce qu'on dit je, moi ici et me dans le cœur me fend? Il s'agit des mêmes personnes. Normalement, la logique voudrait qu'on ait qu'un seul et même pronom. Eh bien, les linguistes pensent que je, moi, me, ce sont en quelque sorte des traces de la déclinaison latine. Vous savez que le latin, effectivement, est la langue, on va dire, la langue mère du français comme de l'espagnol, la langue racine. Et donc, nous héritons du latin et nous avons dans le français des traces de la déclinaison. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse linguistique. Je poursuis donc mon travail sur l'énonciation. On est bien d'accord donc que nous avons une énonciation différente entre le premier quintile et le 4e. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, on va regarder maintenant si je prends la dernière strophe ou le dernier quintile.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Vous avez ici aussi, vous avez un déterminant de la première personne ici qui est nos, dans le groupe nominal nos frères, mais ce déterminant-là ne renvoie pas en fait aux résistants. Il renvoie en fait au poète Louis Aragon et à une autre personne. C'est nous, n'oubliez pas, nous c'est je plus une autre personne et nos, eh bien ce sera à la fois la possession de celui qui parle et la possession de quelqu'un d'autre. Nos frères ici en fait indiquent quoi? Les frères du poète et les frères des lecteurs, d'accord? Les frères aussi vraisemblablement du groupe communiste bien évidemment auquel appartenait Louis Aragon. Vous voyez en fait que l'énonciation dans le texte poétique est assez complexe. Alors, regardez sur votre droite, j'ai résumé donc le travail que nous venons de faire sur l'énonciation en utilisant des couleurs, le rose par exemple pour désigner les résistants, le jaune pour désigner donc, pour les déterminants possessifs qui se rapportent aux résistants ou aux partisans. Ensuite, vous voyez, pour changer d'énonciation, j'ai également changé de couleur avec je meurs sans haine en moi. Le vert ici signifie que ce n'est plus le poète qui parle, mais un des résistants à qui l'on délègue la parole. Le bleu pour la personne à qui s'adresse le résistant. Et enfin, le vert un peu plus lumineux de la fin, nos frères, ici, pour désigner les frères à la fois du poète et à la fois des lecteurs. Regardez, une chose que j'ai quand même oublié de vous dire. Prenons le vert, la justice viendra sur nos pas triomphants. Est-ce que vous le voyez? Voilà, je viens de souligner les deux vers qui m'intéressent. On est bien d'accord que c'est le même déterminant possessif qui est utilisé, nos pas, nos frères, mais ce déterminant ne renvoie pas au même possesseur. La justice viendra sur nos pas triomphants, nos pas triomphants, ce sont les pas du résistant et les pas de son groupe. Alors que nos frères pourtant, ce sont les frères du poète et les frères des lecteurs. Vous voyez comme quoi l'énonciation effectivement est assez complexe dans ce texte poétique. Allez, je poursuis mon analyse. Je vais donc vous demander d'ouvrir votre cahier s'il vous plaît. Donc on poursuit la séance 6 consacrée au texte de Louis Aragon. Vous sautez de ligne et vous marquez troisième partie, la lettre de Missak Manoukian. Alors, on ne sait pas encore que c'est... Pardon, Missak, il y a un problème, c'est avec un K. Voilà, c'est corrigé. Alors, pour l'instant, je ne vous parle pas de Missak Manoukian. Vous avez envisagé donc la biographie de ce résistant dans le cadre de l'étude de la fiche rouge. Pour l'instant, pour nous, c'est un résistant, rien de plus. Et petit à petit, on va avancer donc dans l'analyse et on va distiller les informations sur cette personne. Donc, la première chose à faire, donc, c'est faire un bilan sur la situation d'énonciation. Vous marquez donc troisième partie, la lettre de Missak Manoukian, d'accord? Et en grand A, donc, on marque la situation d'énonciation. Ce qui figure ici, donc, je vous demande de le lire avec moi, mais pas de l'écrire. Donc voilà, ce que je souligne ici doit être lu, on va le lire ensemble, mais vous connaissez déjà la définition de la situation d'énonciation, donc vous ne l'écrivez pas. Vous écrivez juste le grand A. Alors voilà, la question c'est qui parle à qui, quels sont les pronoms personnels utilisés, quels sont les déterminants possessifs. Le tableau que vous avez sous les yeux, vous devez le reproduire sur votre cahier. Donc, bien sûr, moi je vais aller un petit peu plus vite, je vais faire comme si vous étiez capable d'écrire très vite. Pourquoi? Parce que je sais que vous pouvez faire pause dans l'enregistrement vidéo si vous en avez besoin. Donc, on a vu que dans les premiers quintiles, eh bien, c'est Louis Aragon qui prend la parole. À qui s'adresse-t-il? Aux résistants. Quels sont les pronoms utilisés? Est-ce que vous en souvenez? Alors, je vais demander par exemple à Clara Bonnet, les pronoms utilisés, oui, c'est le pronom vous, d'accord? Donc, regardez, j'ai repéré ici, vous n'avez réclamé. Donc, vous voyez que j'ai marqué à la fois ici les verbes et les sujets. Donc, c'est le sujet, bien sûr, qui nous intéresse. D'accord? Vous n'avez réclamé. Vous vous étiez servi. Nul ne semblait vous voir.
Si vous remarquez bien, en fait, le pronom personnel vous, petite remarque grammaticale, le pronom personnel vous n'a pas la même fonction grammaticale dans les phrases que je suis en train de marquer. Dans les deux premières bribes de phrases, vous l'avez réclamé, vous vous étiez servi. Le vous encadré a pour fonction sujet, d'accord? Dans la dernière, nul ne semblait vous voir. La fonction ici, ce sera complément. C'est d'ailleurs la même fonction complément qu'on aura ici, d'accord? Pourquoi? Parce que le verbe se servir, comme je vous l'ai dit, est un verbe pronominal. Alors, nul ne semblait voir qui, vous. Vous ici sera un complément d'objet, alors, d'objet direct, exact. On poursuit. On a dit qu'à ces pronoms personnels correspondaient des déterminants possessifs. Est-ce que vous vous souvenez des déterminants possessifs? On va repérer à la fois les déterminants et les noms, autrement dit, on va noter des groupes nominaux. Donc, il s'agissait, par exemple, Sergio qui a oublié de me rendre son travail la dernière fois. Allez, je t'écoute. Oui, il s'agit du déterminant vos armes, vos portraits, vos photos. Allez, vous allez donc encadrer tout cela de la couleur qui vous sied. Vos armes, vos portraits, vos noms, vos photos. Parfait. On continue. Vous pouvez faire pause dans l'enregistrement si je vais trop vite, hein. Ensuite, on a dit qu'on avait un résistant. Alors, je l'ai nommé Misak Manoukian. Je vous montrerai ce qui nous a permis de savoir que c'est lui. Mais pour l'instant, pour nous, c'est un simple résistant. Un résistant, l'un de vous, qui s'adresse à qui? Vraisemblablement à sa femme. Bien. Alors, quels sont les pronoms utilisés? En fait, il y en a plusieurs, hein. Il y a le pronom qu'utilise le résistant pour parler de lui et le pronom qui lui permet effectivement de communiquer. Donc, on a je, d'accord? Et on a aussi le pronom toi. Donc, en avant, j'encadre je dans l'expression je meurs sans haine en moi, je, moi, me dans le cœur me fend et toi, d'accord, pour s'adresser effectivement à Mélinée, la femme du résistant. Ça va? Je poursuis maintenant avec les déterminants possessifs. Alors, par exemple, Ilias, peux-tu me dire les déterminants qui sont utilisés? Donc, on avait dit ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline, exact. Donc, ce sera le déterminant de la première personne. Ma et mon, d'accord? Ma lorsqu'il est féminin, je vais utiliser une autre couleur, excusez-moi. Ma pour le féminin, d'accord? Mon masculin. Alors mon, ça peut être aussi utilisé pour le féminin lorsqu'il est placé devant une voyelle. Regardez, on dit une envie et mon envie et pas ma envie. C'est pour éviter en fait ici un hiatus, c'est-à-dire la rencontre de deux voyelles, d'accord? Donc ma est toujours féminin, mon peut être masculin ou féminin. Ensuite, nous avons un déterminant possessif pluriel qui est nos. Ça va? Alors on termine. Louis Aragon, ensuite on l'a vu, s'adresse au lecteur. Est-ce qu'on avait repéré un pronom personnel? Non. En fait, on n'avait rien repéré, pas de pronom personnel. Le je du poète est absent. Je continue pour les déterminants possessifs. En revanche, on l'avait trouvé nos villes, nos frères. Les villes du poète et des lecteurs et les frères du poète et des lecteurs. Ça va? Alors maintenant, il y a cet élément-là qui m'intéresse. Regardez ce que j'ai écrit. Il n'y a pas de pronom personnel je. Le je poétique est absent. Alors c'est intéressant ça de se rendre compte que dans le texte il n'y a pas de je qui correspond au poète. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que, comment vous l'interprétez ce phénomène grammatical? L'absence de quelque chose peut signifier la présence d'une autre. Comment vous l'interprétez? D'après vous? Par exemple, Clara Moraga ce coup-ci. Effectivement, le poète s'efface. Pourquoi s'efface-t-il? Parce qu'il veut rendre un hommage au résistant. Et c'est aussi la raison pour laquelle il va déléguer la parole au résistant. Comme si le résistant, en quelque sorte, était le poète, c'est-à-dire l'auteur du texte que nous sommes en train de lire.
Est-ce que c'est compris ça? Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que le résistant que nous allons découvrir, Missak Manoukian, dont je vous ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler, est justement un poète arménien. Il a écrit des textes poétiques et je crois qu'il y a 2 poèmes qui sont publiés dans une anthologie dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler. Alors, sans plus attendre, puisque je vous dis depuis tout à l'heure que l'on parle d'un résistant, mais qu'on ne sait pas exactement qu'il s'agit de Missak Manoukian, si, bien évidemment, on peut très rapidement prendre conscience qu'il s'agit de lui, de quelle manière? Reprenons le vers suivant. C'est alors que l'un de vous dit calmement, d'accord? Le résistant paraît anonyme, mais il ne l'est pas, pour plusieurs raisons. Première raison, on a le vers suivant. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. On a bien évidemment retrouvé les lettres que les résistants du Mont Valérien ont envoyées à leurs parents. Et dans l'une des lettres, donc, celle de Missak Manoukian avec un K, pardon pour la faute ici, dans l'une des lettres, effectivement, eh bien, il est question, donc le destinataire est Mélinée, une certaine Mélinée, c'est la lettre de Missak Manoukian. Je vous montre une photo ici de Mélinée Manoukian, que vous voyez ici, et qui met un bulletin de vote dans une boîte. Voilà, ça fait partie des archives que l'on connaît. Alors, prenons maintenant un autre vers du texte poétique de Louis Aragon qui permet de savoir que le résistant n'est pas n'importe lequel, mais qu'il s'agit effectivement de Missak Manoukian. Voyons voir ici. Voilà, à un moment donné, Louis Aragon dit « Quand tout sera fini plus tard en Érivan », Érivan est effectivement la capitale de l'Arménie. Donc regardez, je vous montre ici, je vous montre donc une carte. Alors on dit Erevan ou Erivan, d'accord? On voit bien qu'il s'agit de l'Arménie qui est située entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, d'accord? Donc il y a quand même un faisceau d'indices qui nous permet d'être sûr que la lettre qui a été réexploitée par Louis Aragon est bien la lettre de Missak Manoukian, d'accord? Missak Manoukian qui, en fait, comme vous le voyez, est représenté en fait sur la fiche rouge et qui devient un héros national. Ici, vous avez un timbre arménien sur lequel d'ailleurs on voit à la fois le portrait de pied en cap de Missak Manoukian et derrière l'affiche rouge. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre du grand B, le résistant qui prend la parole, Missak Manoukian. On va écrire évidemment des éléments dans le cadre de cette section, mais pour l'instant, vous n'écrivez rien. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, lors d'un montage vidéo précédent, je vous avais lu en fait des éléments biographiques sur Missak Manoukian. Donc, je vais le refaire maintenant. Je fais apparaître ici donc le rectangle concernant la biographie du résistant. Je vous lis donc à partir de mon téléphone portable ce que vous devez retenir. Missak Manoukian, né le 1er septembre 1906 et fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944 à 37 ans. C'est un poète arménien et un immigré résistant. Rescapé du génocide arménien et formé au métier de menuisier, il se réfugie en 1925 en France. Ouvrier tourneur autodidacte, il s'engage à la suite de la crise du 6 février 1934 dans le militantisme antifasciste qu'anime le mouvement communiste et devient en juillet 1935 un cadre du Comintern. Il entre dans la résistance en 1941 à la rupture du pacte germano-soviétique et est versé en février 1943 dans les FTP MOI de la région parisienne. Alors que les arrestations se multiplient, il est choisi en août 1943 pour être le commissaire militaire et est arrêté 3 mois plus tard. Voilà pour les informations importantes. Alors, vous avez déjà écrit le grand B, le résistant qui prend la parole, Missak Manoukian. Donc, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Vous la voyez en haut. Quelles informations les propos rapportés donnent-ils sur la personnalité et le caractère de Manoukian? On pourrait dire qu'il s'agit d'une problématique. C'est quoi une problématique? C'est lorsque l'on pose une question qui va fédérer un commentaire littéraire, qui va permettre d'organiser un commentaire littéraire. Vous verrez ça l'année prochaine lorsque vous serez au lycée en classe de seconde. C'est compris ça? Ça va? Bien. Donc, je répète la question. Quelles informations les propos rapportés donnent-ils sur la personnalité et le caractère de Manoukian? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ensuite sur la
gauche. Donc j'ai reproduit une partie du texte poétique de Louis Aragon qui correspond en fait aux propos de Missak Manoukian, d'accord? Je vais vous relire ces propos et donc on va essayer de répondre à la question ensuite. En avant. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Alors, je vais vous demander de noter la problématique, c'est-à-dire la question que je vous lis et que vous écrivez. Quelles informations les propos rapportés donnent-ils sur la personnalité et le caractère de Manoukian? Alors, pour vous aider, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre quelques phrases qui me paraissent importantes sur le texte poétique et que nous allons commenter. Commençons par la phrase suivante. « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand », qui est aussi un vers. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Que peut signifier ce vers? Quelle information apporte-t-il sur la personnalité et le caractère de Manoukian? Eh bien, on découvre effectivement, tu as raison Ilias, une personne qui milite pour la paix, qui est pacifiste, d'accord? Le résistant, regardez, je vous lis le commentaire que j'ai produit ici. Donc, le résistant d'origine arménienne est une personne pacifiste qui n'est animée par aucun esprit de revanche. Donc vous, c'est ce que vous allez marquer. Vous n'allez pas réécrire le texte poétique, ce serait complètement absurde. Vous allez marquer donc ce qui est écrit en blanc ici. Donc après la problématique, vous écrivez « Le résistant d'origine arménienne est une personne pacifiste qui n'est animée par aucun esprit de revanche ». Ça va ? Vous faites pause dans l'enregistrement vidéo pour noter cette remarque. Je vais prendre maintenant une deuxième phrase ou un deuxième vers qui va me permettre effectivement de répondre à la problématique posée. À un moment donné, donc Missak Manoukian dit à Mélinée « Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. » Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Ici. Et donc la question que je me pose, c'est ce vers-là apporte des informations sur la personnalité et le caractère de Manoukian, lesquelles? Allez, je vous écoute. Quelles sont les informations que ce vers-là apporte? Alors par exemple, je vais demander à Patricia, par exemple. Oui, toi tu insisterais sur la générosité du personnage, tu as raison, c'est un personnage généreux qui finalement pense beaucoup plus au bonheur de sa femme qu'à son propre bonheur, qui de toute façon évidemment va disparaître puisque il est à quelques heures de sa mort. Mais en tout cas, on voit que la seule chose qui importe aux résistants, à Missak Manoukian, c'est le bonheur de sa femme. Donc on peut parler effectivement de générosité, tu as raison. Donc voilà, marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. On marque donc à la suite, allez à la ligne, Missak est une personne altruiste et généreuse car il pense d'abord au bonheur de sa femme. Missak est une personne, je répète, altruiste et généreuse car il pense d'abord au bonheur de sa femme. Alors je poursuis, je vais vous montrer deux autres vers. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, qui correspond à une proposition subordonnée conjonctive, d'accord? Et ensuite, la justice viendra sur nos pas triomphants. Vous voyez ces deux vers-là? Alors, je vous écoute. Qu'exprime-t-il? Que traduisent-ils sur la personnalité et le caractère de Manoukian? Quand tout sera fini plus tard en arrivant, et la justice viendra sur nos pas triomphants. Alors Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, je t'écoute. Oui, effectivement, il est positif, tu as raison. Mais donnez-moi un autre terme. Plutôt que positif, quand quelqu'un, effectivement, est très confiant vis-à-vis de l'avenir, d'accord, c'est le contraire de pessimiste. Donc, ce serait quoi?
optimiste. Effectivement, on peut dire que Missak Manoukian est une personne optimiste. Donc vous notez effectivement la remarque suivante en allant à la ligne. Le chef du groupe de résistants est une personne optimiste qui pense que le mal est accidentel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mal n'est pas une fatalité, d'accord? On a d'ailleurs ici un esprit que l'on pourrait qualifier de voltairien. Vous verrez quand vous allez travailler sur Candide que vous allez travailler sur la notion d'optimisme, de pessimisme et aussi la notion d'accident et de cause. Mais bon, je vais pas ouvrir une parenthèse là-dessus, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, dans tous les cas de figure, on note le chef du groupe de résistants est une personne optimiste qui pense que le mal est accidentel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, et une dernière chose, vous voyez quand même que ces propos apportent des informations sur la personnalité et le caractère de Missak Manoukian. On poursuit. Si je prends le vers qui est juste avant, que la nature est belle et que le cœur me fend, quel sentiment éprouve ici Missak Manoukian lorsqu'il regarde la nature? Un sentiment, alors je vous écoute, qu'est-ce que ça pourrait être? Un sentiment, effectivement un sentiment de joie. Alors ça peut être à la fois la joie, la tristesse, ça dépend, mais en tout cas on sent bien que Missak Manoukian est une personne sensible. C'est quelqu'un qui éprouve des émotions au contact de la nature, d'accord? Donc cette sensibilité est importante. Le cœur me fend, d'accord? Avoir le cœur gros signifie avoir le cœur triste, être triste. Donc on pourrait parler ici de tristesse, on peut parler d'émotion, d'exaltation au contact de la nature. On marque ici Missak Manoukian est une personne sensible aux beautés de la nature, c'est un esthète. Vous voyez donc on a ici 4 cartouches pour pouvoir définir la personnalité et le caractère de Manoukian. Alors, une remarque importante, vous avez jeté au brouillon en quelque sorte, des phrases, celles que vous avez sur votre droite. Le résistant d'origine arménienne est une personne pacifiste, le chef du groupe de résistants est une personne optimiste, très bien. S'il fallait que vous organisiez cette réponse de manière littéraire, il faudrait dans ce cas-là que vous fassiez un paragraphe. Pour pouvoir réaliser un paragraphe de bonne loi, pour produire une réponse littéraire, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la substitution. Regardez, le nom de Manoukian, je ne l'utilise qu'ici, d'accord? Missak Manoukian, d'accord? Dans le dernier cartouche. Et on est bien d'accord que je vais utiliser en fait la substitution nominale, c'est-à-dire que je vais utiliser des groupes nominaux différents pour désigner la personne tout en évitant la répétition. Par exemple, je vais dire le résistant d'origine arménienne ici, Missak ici, donc ce sera son nom propre, le chef du groupe de résistants. Vous voyez, j'ai ici 2 groupes nominaux, d'ailleurs ils sont étendus parce qu'on a des extensions du nom pour désigner la même personne. Ça va? C'est clair? Donc pensez-y, la substitution nominale ou grammaticale avec les pronoms pour éviter des répétitions dans une réponse littéraire, comme d'ailleurs dans un récit. Mais je vous parle de réponse littéraire, pourquoi? Parce que vous allez rentrer en classe de seconde et que le sujet d'invention, c'est terminé. Alors, petit bilan avant de poursuivre. Donc, on a vu que Louis Aragon cite les propos d'un résistant. On pourrait parler en pareil cas d'ailleurs de discours direct, même si nous n'avons pas les signes de ponctuation qui permettent d'introduire le discours direct, parce que comme vous le savez, Louis Aragon est un poète moderne qui ne s'embarrasse pas avec la ponctuation. Première chose. Deuxième chose, on sait que le résistant dont il est question est Missak Manoukian pour plusieurs raisons. Pour l'apostrophe, d'accord, pour les origines, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il est question d'Érivan, Erivan, qui est la capitale de l'Arménie. Troisièmement, les vers de Louis Aragon permettent de brosser le portrait moral du résistant Missak Manoukian. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre le texte poétique de Louis Aragon et la lettre que je vais vous lire, la lettre de Missak Manoukian, d'accord? Donc le but c'est, je vais vous lire la lettre dans un premier temps et dans un deuxième temps on fera correspondre le texte poétique et la lettre pour voir de quelle façon a travaillé Louis Aragon. Ça va? C'est clair? Allez, c'est parti pour la lecture de la lettre. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.
Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je te dirai adieu, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Manoukian Missak. Alors, comme vous le voyez, j'ai créé un montage avec un fragment de lettre de Missak Manoukian sur la gauche et le texte de Louis Aragon sur la droite. Il y a plusieurs pages qui seront présentées de la même manière, de manière à ce que l'on puisse établir une correspondance. Donc la première chose, c'est voir ce que Louis Aragon a récupéré. Et une fois que l'on aura vu les éléments de la lettre qui ont été récupérés dans le poème, on pourra les commenter, d'accord? Donc par exemple, si je prends l'apostrophe « Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée », d'accord? Eh bien, je vois effectivement que l'apostrophe telle qu'elle est reprise dans « Ma Mélinée », « Oh mon amour, mon orpheline » dans le texte de Louis Aragon. Vous pouvez d'ores et déjà marquer grand C la réécriture poétique de la lettre, mais vous ne marquez que ce titre et rien de plus, d'accord? Je ferai les commentaires utiles plus tard, je vous dirai ce qu'il faut noter un peu plus tard. Donc déjà, l'apostrophe de la lettre de Missak Manoukian est repris dans le texte poétique. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, donc, Missak Manoukian parle du bonheur qu'il souhaite. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Voyez, donc en fait, les souhaits de bonheur que l'on va retrouver en fait tout au long de la lettre. Eh bien, que se passe-t-il? Ces souhaits de bonheur sont effectivement repris par Louis Aragon dans la strophe suivante. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. D'accord? C'est clair pour tout le monde. Donc vous voyez qu'en fait Louis Aragon c'est réellement colle au texte de la lettre, colle à la correspondance. On poursuit le travail. Ensuite effectivement, eh bien on voit que le vers « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand » constitue aussi une reprise de la lettre. Regardez, il s'agit donc du passage suivant. « Je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. » Ça va? Donc vous voyez déjà, ces éléments-là montrent que Louis Aragon reprend plusieurs éléments de la lettre. On poursuit. Alors, vous voyez que le texte à droite n'a pas changé, c'est le texte à gauche qui correspond à la suite de la lettre. Alors, en avant, on retrouve l'anaphore du mot bonheur, d'accord? Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Vous vous souvenez donc de ce texte-là, donc de ce vers-là? Je vous en reparlerai de toute façon. Eh bien,
il est repris, on voit qu'en fait, effectivement, que le mot bonheur est utilisé plusieurs fois dans la lettre de Missak Manoukian. Et en fait, cette répétition du mot bonheur devient une anaphore dans le texte poétique, c'est-à-dire une répétition à intervalles réguliers. Je vais vous montrer où se situe, je vais vous montrer les différentes occurrences du mot bonheur dans la lettre de Missak Manoukian. Regardez. On a le mot bonheur qui est utilisé ici, d'accord? Et on a un autre mot qui correspond au bonheur. Donc le fait d'avoir du bonheur, c'est le fait d'être heureux, c'est l'adjectif qualificatif. Le mot heureux est aussi répété plusieurs fois, d'accord? Donc regardez, je vais chercher, voilà. Donc, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse ici. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse, etc. Donc, vous voyez effectivement que le thème du bonheur est vraiment omniprésent dans la lettre de Missak Manoukian. Alors, on poursuit. Louis Aragon va aussi reprendre le passage suivant. Regardez. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et d'avoir un enfant pour mon bonheur, ce qui devient dans le texte poétique strophe pour se souvenir, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Louis Aragon a condensé l'élément, donc les éléments de la lettre. Ça va? C'est clair? L'injonction de se marier, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse est également condensé, marie-toi, sois heureuse. Vous voyez, en fait, on a comme une sorte de raccourci ici. Donc, si je reprends donc les éléments de la lettre, je constate effectivement que Louis Aragon a lu la lettre avec une très grande attention et que son objectif, c'était vraiment de la réécrire et pas simplement de l'évoquer. Voici donc le dernier fragment de la lettre de Missak Manoukian sur la gauche. Comme je vous l'ai dit, le texte à droite ne change pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'on a un élément de la lettre qui concerne la nature, d'accord? Regardez que je vais donc vous montrer. Le voici. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Et ces éléments-là sont donc repris dans le texte poétique. Regardez, en fait, on va dire que Louis Aragon a complètement éclaté l'évocation de la nature et l'a disséminée dans l'ensemble de son texte, dans l'ensemble de sa production poétique. Le soleil devient la lumière, d'accord? La belle nature est en fait déclinée à travers les roses, d'accord? Le grand soleil d'hiver éclaire la colline et bien sûr ce vers magnifique que la nature est belle et que le cœur me fend. Donc vous voyez que le thème de la nature ne se réduit pas à une phrase dans une lettre, il devient fédérateur du texte poétique. Un autre élément peut-être moins important qui est repris, c'est effectivement l'évocation de l'Arménie, donc l'évocation des origines. Regardez, il est question de l'Arménie dans la lettre donc de Missak Manoukian qui devient Erivan ou Erivan dans le texte poétique de Louis Aragon. Je vous rappelle que c'est la capitale de l'Arménie. Voilà. Alors, vous avez déjà noté le grand C, la réécriture poétique de la lettre. Donc, je vais résumer les différents éléments que nous avons évoqués en comparant, en mettant en miroir la lettre de Missak Manoukian et le texte poétique de Louis Aragon. Commençons donc par la transformation de l'apostrophe. Donc regardez ici, je vous ai créé comme une petite carte mentale. On voit bien que l'apostrophe de Missak Manoukian, ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, devient dans le texte poétique de Louis Aragon, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et ce n'est pas une apostrophe qui est placée au début du poème, mais plutôt à l'intérieur du poème, d'accord? Je ne vais pas dire qu'elle passe inaperçue parce qu'on va voir en fait qu'il s'agit d'un vers important. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, vous avez marqué effectivement sur votre cahier, je dicte transformation de l'apostrophe, marquez-le, transformation de l'apostrophe. Et en fait, je vais prononcer à nouveau le vers de Louis Aragon, écoutez bien, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Écoutez bien, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Alors, il y a un effet sonore, là, un jeu sonore qu'on a déjà évoqué auparavant. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit, Dario, il s'agit de l'allitération, d'accord? Regardez, je vais faire apparaître ici, effectivement, la répétition du son
aime, d'accord? Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline, allitération en M. Alors vous savez que pour le commentaire des allitérations, vous avez deux possibilités. Ou bien vous considérez en fait que les phénomènes sonores sont synonymes de scansion, c'est-à-dire qu'en fait de scansion, c'est-à-dire qu'ils permettent de créer un certain rythme, d'imprimer un certain rythme au vers. C'est l'interprétation, je dirais, la plus logique, la plus traditionnelle. Ou alors vous considérez en fait que les sons reproduisent une émotion, un sentiment, ou font écho à un sentiment, une émotion. Ma Mélinée, mon amour, on a l'impression qu'en fait on a un balbutiement, d'accord, comme si effectivement le résistant était en train de gémir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment peut-être d'ailleurs le plus émouvant dans le texte poétique. Hein. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Vous voyez, je pense qu'un acteur le lirait beaucoup mieux que moi, cela va sans dire. Donc, on retient que l'allitération ici, elle a un sens, d'accord? Elle traduit comme une sorte de gémissement, comme une sorte de plainte, d'élégie, devrait-on dire, puisque l'on parle de poésie. Ça va? Donc, je vous demande de marquer sur votre cahier, donc, je dicte Louis Aragon utilise l'allitération en M, je répète, Louis Aragon utilise l'allitération en M, Louis Aragon utilise l'allitération en M pour traduire une sorte de plainte. Donc Louis Aragon utilise l'allitération en M pour traduire une sorte de plainte élégiaque qu'on écrit et accent aigu L et accent aigu G-I-A-Q-E, d'accord, pour traduire une sorte de plainte élégiaque. Ça va? Allez, je continue. Alors si je reprends donc le vers Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline, vous vous rendez compte que par rapport à la lettre de Missak Manoukian, Louis Aragon a rajouté l'apostrophe O, qui est en fait une apostrophe destinée à célébrer une personne dans la poésie qu'on appelle la poésie lyrique, que vous avez analysée en classe de 4e, d'accord? O correspond à ce qu'on appelle l'apostrophe lyrique. Et donc, il existe dans ce texte poétique de Louis Aragon une tonalité lyrique. Donc, vous marquez à la suite. Donc, l'apostrophe lyrique O, c'est bon, vous l'avez noté. L'apostrophe lyrique, entre parenthèses, O avec un accent circonflexe, permet la célébration de la femme aimée. L'apostrophe lyrique O permet la célébration de la femme aimée. C'est le cas par exemple dans la poésie médiévale des troubadours, dans laquelle on a ce type d'apostrophe lyrique aussi. C'est clair? Je poursuis. Alors, vous allez sauter une ligne maintenant. Regardez ce que je fais apparaître ici, un autre montage. Donc, au sujet de la transformation d'une répétition en anaphore. On a vu, je suis en train de résumer nos remarques précédentes, on a vu effectivement que le mot bonheur se répète maintes fois dans le texte épistolaire, le texte donc de Missak Manoukian, ainsi que le mot heureuse. Eh bien, la répétition du mot va donner une anaphore dans le texte poétique de Louis Aragon. Regardez, je prends effectivement bonheur à ceux qui vont nous survivre, c'est le début de la lettre. Bonheur à tous, eh bien, on obtient dans le poème de Louis Aragon, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Pourquoi est-ce que je parle d'une transformation de la répétition en anaphore? Parce que vous savez que l'anaphore est une figure de style qui vise à créer une répétition à des intervalles réguliers. Par exemple, ici, on voit qu'il s'agit donc du début d'un groupe syntaxique, d'accord? Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. C'est clair? Est-ce que ça va? Alors, quand je lis ce vers-là, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, on est en présence d'un individu qui est sur le point de mourir et d'un individu qui souhaite le bonheur à tout le monde. D'un individu aussi qui va évoquer, eh bien, un avenir prometteur, un avenir fait de paix et de justice. Alors, à qui est-ce que je pense?
quand je lis la lettre de Missak Manoukian, mais surtout quand je lis le texte poétique de Louis Aragon, et quand je vois ces verbes au futur indicatif, cette volonté de paix et de bonheur, je pense bien sûr à une figure archi connue, qui est celle du Christ que je vais vous montrer donc à la suite. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui fait n'importe quoi. Attendez. Voilà, je pense en fait donc au Christ que vous voyez représenté sur ce tableau d'un certain Cosimo Rosselli, d'accord? Le sermon sur la montagne. On a donc la représentation ici du Christ qui s'adresse en fait à, j'allais dire à ses partisans, le mot est mal choisi, à ses fidèles, plutôt à ceux qui ont décidé de le suivre. Et dans le sermon sur la montagne, le Christ à un moment donné va utiliser le mot heureux, d'accord, dans un texte que l'on appelle les béatitudes. Tenez, je fais apparaître à la suite le texte des béatitudes. Regardez, je vais vous lire le texte. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Il s'agit de l'évangile selon Matthieu, donc chapitre 5, vers 3 à 6, pardon. On retrouve le même thème, bonheur, je vous souhaite du bonheur à ceux qui, d'accord, associent bien sûr à l'emploi du futur de l'indicatif, et dans les béatitudes donc de l'évangile, il est aussi question de la soif de justice, d'accord, de la réparation du mal, qui, comme je vous l'ai dit, est un mal accidentel. Ça va? C'est clair? Donc on pourrait établir une correspondance ici, entre quoi et quoi? Entre Missak Manoukian et le Christ. Alors, quelques précisions importantes. Il ne faut pas oublier que c'est Louis Aragon qui écrit le texte. Louis Aragon va donc conférer une dimension christique à ce résistant qui a pour nom Missak Manoukian. Alors, une dimension christique, c'est-à-dire en fait que le poète Louis Aragon va en quelque sorte convoquer des symboles qui constituent le réservoir de notre culture occidentale. Attention cependant, une précision très importante, le communisme, et on sait que Missak Manoukian était communiste comme Louis Aragon, d'accord, le communisme est en fait un parti politique qui est fondé sur l'athéisme et sur le matérialisme. Donc, on est bien d'accord, je ne dis pas que Missak Manoukian a des accents religieux, je ne dis pas non plus que Louis Aragon veut le transformer en martyr d'une cause qui serait une cause religieuse. Pas du tout. Je dis simplement que des symboles religieux sont exploités dans le texte. C'est bien clair? Ça va pour tout le monde? Bon, sachant que, effectivement, la culture n'est jamais que la communication de différentes références entre elles. En tout cas, s'il fallait choisir une image christique pour représenter Missak Manoukian, je choisirais un Christ pantocrator. Qu'est-ce que c'est qu'un Christ pantocrator? C'est un Christ qui est représenté dans sa gloire, non pas sur la croix, non pas dans la souffrance, mais effectivement dans la gloire céleste. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on pourrait établir un rapprochement entre Missak Manoukian, que je représente là, et le Christ pantocrator que je pourrais représenter ici? Tout simplement parce que le texte poétique de Louis Aragon, comme la lettre, est en fait extrêmement positif, d'accord? Notamment dans l'évocation de la nature. Alors, regardez attentivement, je vous disais donc que si je devais le comparer à un Christ, ce serait un Christ pantocrator, un Christ dans la gloire. La nature le montre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous sommes en hiver, nous sommes au mois de février, d'accord? Il y a du givre. Et il est bien clair que la nature est hostile. Bon, cette nature hostile devient extrêmement positive, à la fois dans la lettre de Missak Manoukian, mais dans le texte poétique de Louis Aragon. Regardez sur votre droite. On commence par un élément de la lettre. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie. Et ce fragment de lettre, Louis Aragon le transforme de la manière suivante. Il y a 3 passages importants. Le premier, adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Deuxième passage, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. Troisième passage, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses.
Et vous voyez qu'en même temps, mon rapprochement entre le Christ Pantocrator, le Christ en gloire, d'accord, et Missak Manoukian s'arrête là. Pourquoi? Parce que pour le suivant l'idéologie chrétienne, la beauté des choses, le plaisir est lié à l'autre monde, c'est-à-dire en fait est lié à l'au-delà. Alors que pour Missak Manoukian, qui est un communiste, le bonheur, c'est ici et maintenant, hic et nunc, c'est-à-dire sur cette terre. Le bonheur doit être construit sur cette planète. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis bien que, attention, il s'agit de la récupération d'un symbole à des fins poétiques, mais il ne faut pas aller au-delà de ce que représente le symbole. C'est bien clair? Alors, on va prendre des notes. Alors, je vous remontre effectivement le cartouche ici, la transformation d'une répétition en anaphore, et donc je reviens, je fais un résumé, d'accord? Vous marquez à la suite, après avoir noté transformation d'une répétition en anaphore, vous marquez entre guillemets bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Donc je répète, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Vous y êtes? Et donc là, je dicte ce que vous devez écrire, le commentaire que vous devez écrire. Donc vous allez écrire l'anaphore de Louis Aragon confère une dimension spirituelle au texte poétique. Je répète, l'anaphore de Louis Aragon confère une dimension spirituelle au texte poétique. L'anaphore de Louis Aragon confère une dimension spirituelle au texte poétique. Et donc, on ajoute le discours de Missak Manoukian. Le discours de Missak Manoukian fait penser à celui du Christ dans les évangiles. Le discours de Missak Manoukian fait penser à celui du Christ dans les évangiles, entre parenthèses, les béatitudes, comme ça se prononce. Donc je répète, le discours de Missak Manoukian fait penser à celui du Christ dans les évangiles, entre parenthèses, les béatitudes. Ça va? Allez, je poursuis l'étude. Alors, je voudrais faire une conclusion en posant la question suivante. Pourquoi une réécriture poétique de la lettre de Missak Manoukian? Pourquoi une réécriture poétique? Alors, on va essayer déjà de résumer un petit peu les différentes étapes. Pour comprendre une chose, c'est que l'écriture est vraiment au cœur du problème, au cœur effectivement de cet événement historique qui est la fusillade du groupe Manoukian. D'accord? Tout commence avec l'écriture donc des différentes lettres des résistants, d'accord? Regardez, je vous montre une image en haut, et c'est alors que l'un de vous dit calmement. Louis Aragon fait référence en fait à l'écriture donc de ces lettres. La fiche rouge dont je vous ai parlé et que je fais apparaître à côté, la fiche rouge est produite après l'assassinat, si vous me le permettez, après l'assassinat de ces résistants, d'accord? Pour effectivement faire œuvre de propagande. Donc la fiche rouge est postérieure. Après la fiche rouge, que se passe-t-il? Louis Aragon nous dit que la fiche rouge, elle est taguée. Je fais apparaître une troisième image, d'accord? Et je vous lis le texte. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Donc on imagine quelqu'un qui taguerait l'affiche. Donc regardez, déjà, ça fait 3 actes scripturaires. L'acte d'écrire une lettre, un acte épistolaire. L'acte ensuite d'écrire des légendes sur des médaillons pour dénoncer des résistants. Deuxième acte scripturaire. Troisième acte scripturaire, quelqu'un qui va taguer l'affiche en question, qui va donc en quelque sorte superposer un texte sur un texte. Vous voyez ce que je veux dire? On en est au 3e acte. Et le dernier acte scripturaire, c'est bien sûr que je vais apparaître ici avec la couverture du roman inachevé. Le 4e acte scripturaire, c'est l'écriture poétique qui vient en quelque sorte se mettre au-dessus de tout cela, d'accord? Qui vient chapeauter tous ces actes différents et variés. En fait, pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Pourquoi est-ce que je vous parle de tous les actes? Parce que c'est pour vous montrer que chacun de ces actes-là signifie un acte de résistance.
Le fait qu'un militant communiste qui est sur le point d'être fusillé écrive une lettre, c'est un acte de résistance. Ou un acte politique, le fait qu'une affiche soit publiée, c'est un contre-acte de résistance, d'accord? C'est un acte militant, mais militant du mauvais côté des choses, si je puis dire. Le fait que quelqu'un vienne taguer Mort pour la France sous les médaillons des résistants, c'est un acte de résistance. Et la poésie se présente comme l'aboutissement de tous ces actes de résistance qui se superposent. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est clair? Oui? Alors je poursuis. J'ai envie d'aller plus loin dans mon analyse et j'ai envie de vous dire finalement que l'acte poétique qui arrive en bout de chaîne est le seul acte qui soit réellement libre. Pour quelle raison? Prenons par exemple les lettres que les résistants ont envoyées à leurs parents ou à leurs femmes. Est-ce qu'il s'agit d'un acte libre? Non. Pour quelle raison? Misak Manoukian est arménien. En quelle langue écrit-il? Il écrit en français. Pourquoi écrit-il en français et pas en arménien? Parce qu'il se dit que s'il écrit en arménien, la censure va empêcher effectivement l'envoi de la lettre, parce qu'il va falloir traduire la lettre pour savoir s'il n'y a pas un message codé. Donc, il y a une obligation pour Misak d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne. Misak Manoukian n'était pas libre d'écrire dans cette langue-là, premièrement. Deuxièmement, il pouvait aussi refuser d'écrire une lettre, mais ça aurait paru suspect. Et dans ce cas-là, je vous rappelle que Misak Manoukian a été torturé, d'accord? Il aurait pu l'être davantage. Donc évidemment, il y a une obligation de sa part. Le résistant qui maintenant va taguer l'affiche rouge en marquant Mort pour la France prend aussi un risque, d'accord? Louis Aragon parle effectivement des doigts hésitants. Il y a le risque d'être inquiété par la Gestapo, inquiété par la police française. Bref, est-ce qu'il s'agit d'un acte libre? Non. Il s'agit d'un devoir que fait une personne, d'un acte de résistance qui est contraint. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui est assorti de risques. Et donc j'en reviens à ce que je disais, l'acte poétique est le seul acte de résistance qui soit un acte libre, c'est-à-dire un acte sans contrainte. Est-ce que c'est compris? Alors avant que vous ne preniez des notes, reprenons cette idée d'acte de résistance libre, donc un acte poétique. La liberté est surtout significative dans le cadre de la poésie contemporaine, puisque, encore une fois, Louis Aragon est un poète moderne, d'accord, un poète du XXe siècle, qui prend un certain nombre de libertés par rapport à quoi? Mais par rapport notamment aux conventions poétiques d'antan. J'ai dû vous parler d'un certain Nicolas Boileau que je vais apparaître ici. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, Nicolas Boileau, c'est bien ça, oui, parce que j'avais un doute. Nicolas Boileau, donc, qui écrit dans l'art poétique que toujours dans vos vers, le sens coupant les mots, suspende l'hémistiche, en marque le repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si je prends un vers et que je compte 12 syllabes, 10 plus 2, je vais avoir deux hémistiches de 6 syllabes chacun, d'accord? Et qu'en fait, il y aura une concordance entre l'articulation métrique et l'articulation syntaxique. Ça va? Sauf que cette règle-là, qui est la règle des classiques, est en fait malmenée en premier par les romantiques et ensuite par leurs successeurs. Par exemple, Louis Aragon donc va utiliser un vers qui, au lieu de se découper en deux, va se découper en trois, ce qu'on appelle un trimètre. Je vais vous le lire. Alors, vous le connaissez ce vers, on l'a déjà travaillé, je vous le montre ici. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Vous êtes ici en présence d'un alexandrin, 12 syllabes. Mais je ne vais pas le découper en deux, ça n'a pas de sens. Ça va pas être ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Impossible. Donc, au lieu d'avoir une césure qui coupe le vers en deux hémistiches, on a ce qu'on appelle ici un trimètre romantique. Donc, on a le vers qui se découpe en trois. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est une liberté poétique que prend Louis Aragon. Je vous ai dit, je rappelle mon propos pour ma conclusion. La poésie est un acte de résistance libre. Et c'est-à-dire en fait que le poète prendra des libertés par rapport à quoi? Surtout par rapport à la langue. Premier exemple, le trimètre romantique est en fait ici une entorse par rapport à la versification classique. Autre preuve de liberté prise par Louis Aragon, c'est bien évidemment ce qui concerne la ponctuation, d'accord? On sait que dans le texte poétique, il n'y a strictement aucun signe de ponctuation. Donc il y a aussi la liberté de lire le texte de différentes manières. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire concernant, eh bien, l'acte de résistance libre.
Je vous rappelle quand même que Louis Aragon faisait partie, vous avez vu le reportage, vous vous souvenez des reportages que j'avais mis sur YouTube concernant Louis Aragon? Louis Aragon fait partie des poètes surréalistes qui inventent un langage au-delà du langage, justement pour exprimer un acte de résistance. Donc on a dit le trimètre romantique, la ponctuation. Quoi d'autre? Alors la troisième chose que je voulais vous dire, toujours par rapport à cet acte de résistance libre qu'est la poésie, je voudrais vous parler en fait ici des entorses qui sont faites à l'utilisation des mots, à l'emploi des mots, à leur sens, d'accord, et même à la construction. Je vais prendre un vers, d'accord, un vers qui se situe dans l'avant-dernière strophe et que je vais vous lire. Tenez, je vais le faire apparaître ici. Que la nature est belle et que le cœur me fend. C'est l'un des plus beaux vers du texte poétique. Hein. Que la nature est belle et que le cœur me fend. Si je prends l'expression au pied de la lettre, cela signifie quoi? Ça signifie que le cœur, qui est le siège de la sensibilité, fend, d'accord, fend, sépare en deux le poète. En fait, l'expression que l'on connaît, c'est fendre le cœur. Hein. Par exemple, on va dire que telle chose me fend le cœur, c'est-à-dire me cause une énorme peine. Vous avez d'ailleurs, je crois, la même chose en espagnol, hein, partir el corazón. C'est exactement la même signification. Mais là, ce n'est pas j'ai le cœur fendu ou alors une chose me fend le cœur, ce n'est pas ça, c'est tout à fait autre chose, c'est le cœur qui fend le poète. Autrement dit, Louis Aragon va biaiser avec l'expression, va employer l'expression dans un contexte différent avec une signification différente. Ça, c'est encore une fois une liberté qui est prise, d'accord, qui serait, par les puristes, qui serait considérée comme, eh bien, une licence. C'est une liberté qui est prise par rapport à la langue. Donc, je rejoins donc l'idée que la poésie est un acte de résistance par rapport à la langue, un acte de résistance libre. J'ai évoqué 3 points que je rappelle. J'ai évoqué le trimètre romantique. J'ai évoqué ensuite l'absence de ponctuation et j'ai évoqué en fait l'utilisation de certaines expressions. Voilà. Alors on va prendre des notes maintenant en avant. Allez, en avant, on termine ce travail. Donc une petite conclusion qui vaut ce qu'elle vaut, hein, les enfants. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc c'est peut-être un peu compliqué. Je m'en excuse par avance. Conclusion. Vous allez donc noter cette conclusion sur votre cahier de français. Au-delà de l'hommage rendu à Missak Manoukian, donc je répète, au-delà de l'hommage rendu à Missak Manoukian, le poème de Louis Aragon se présente comme un acte de résistance littéraire. Donc je répète, au-delà de l'hommage rendu à Missak Manoukian, avec un K décidément, le poème de Louis Aragon se présente comme un acte de résistance littéraire. On retrouve bien là l'essence du surréalisme auquel appartient le poète, cette fusion du scripturaire et du politique. Alors, j'aime pas trop la fin, on va la corriger. Attendez, on va la corriger, j'aime pas. Donc, on retrouve bien là l'essence du surréalisme auquel appartient le poète, cette fusion de l'écriture et du politique, je préfère. Du scripturaire, ça veut pas dire grand-chose. D'accord? Cette fusion de l'écriture et du politique. Ça va? Bien. Alors, je vais vous donner un travail à faire pour la prochaine fois, que vous ferez dans le cadre de mes groupes, un travail donc d'écriture, justement, autour du texte de Louis Aragon. Je présenterai ce travail d'écriture dans une autre vidéo parce que là, je vois que j'ai déjà dépassé l'heure et donc c'est pas possible. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir, passez une bonne journée.